Thierry Paulmier. Bonjour Jean-Philippe. Thierry Paulmier, vous êtes docteur en économie, docteur en philosophie politique. Vous êtes l'auteur d'Homo Emoticus, édition Diathéno. Oui. Vous êtes enseignant à l'ENA, vous êtes enseignant à l'EDEC, Oui. voilà, enfin vous, et vous êtes consultant en intelligence émotionnelle. Oui. Donc, Homo Emoticus, quand j'ai reçu votre ouvrage, j'ai dit quelle entreprise! Parce que votre cible, c'est de détruire l'Homo economicus, ni plus ni moins. Oui, disons que oui, c'est l'agenda caché, on va dire, mais qui du coup devient manifeste maintenant qu'on en parle. Qui est clairement exposé. Qui est clairement exposé, oui, dès l'introduction, c'est vrai. Oui. Et puis le terme Homo emoticus fait bien résonance avec l'Homo economicus. Et du fait de mon passé, dont vous avez parlé d'économiste, bon, on comprend qu'évidemment, ça va s'opposer vraisemblablement à l'Homo economicus. Bon, ça vole très haut dès le départ, Oui. mais c'est tout à fait concret, préfacé par Anne Le Vergeon. C'est très très concret, mais ça vole très haut au départ. Vous dites, je suis en désaccord avec René Girard. Oui, ça a été mon point de départ, mon point d'entrée dans les émotions en fait. Au départ, je faisais une thèse sur René Girard, sur la théorie mimétique, qui est une théorie sur le désir. Ouais. Et alors, pour être un peu pédagogique, dans le désir, il y a trois pôles pour expliquer le désir. Il y a le sujet désirant, il y a l'objet désiré, et puis il y a un médiateur au désir. Donc ça peut être un modèle, un parent, un ami, quiconque, qui peut nous désigner un objet à désirer. Et donc, depuis l'Antiquité, on avait tendance à penser que c'était l'objet qui était désirable, et l'objet avait des qualités et qui le rendait donc attractif, et donc le désir était activé par l'objet. Et puis, avec la modernité, on a eu une conception plus subjective du désir, et notamment avec Spinoza, qui a expliqué que finalement, on ne désirait pas quelque chose parce qu'il était bon, mais qu'il était bon parce qu'on le désirait. Donc vous voyez, là, c'était vraiment la création du désir, c'est vraiment le sujet qui choisit son désir. Et puis, René Girard vient nous dire que non, c'est finalement un tiers, un modèle, un médiateur qui vient parce que quelqu'un d'autre désire. Et d'où le fait que le désir devient mimétique. Et donc, évidemment, j'étais fasciné par cette théorie parce qu'elle me semblait évidemment très intéressante. Et puis, effectivement, éclairer un aspect du désir. Mais seulement un aspect. Le fruit de mes recherches, ça a été de constater qu'on pouvait évidemment prêter au médiateur une certaine influence, mais on ne pouvait pas expliquer tout le désir par la médiation et dire que tout le désir était mimétique. Surtout que le désir que Girard essaye vraiment de décrire, c'est le désir envieux et même le désir envieux maladif. C'est-à-dire que c'est effectivement l'envieux qui imite, qui est évidemment voyeur, qui est curieux de tout, qui veut savoir ce que les autres font, ce que les autres achètent, ce que les autres ont, et vouloir faire la même chose. Donc c'est en fait le comportement de l'envieux et d'un envieux viscéral. Et donc Girard s'est appuyé sur des auteurs, mais qui justement essayaient de décrire ces envieux, comme L'homme du souterrain de Dostoïevski ou Don Quichotte. Et en fait, il n'a pas vu comme un peu les psychiatres qui ont théorisé une anthropologie à partir des névroses, que ce n'était qu'un aspect du désir et il a voulu en faire, je dirais, le centre du désir. Et du coup, j'ai bifurqué sur le désir envieux et sur l'envie. Et en commençant à explorer l'envie, j'ai vu que l'envie était plus riche que le désir mimétique, parce qu'il y avait une logique de destruction dans l'envie, c'est qu'on ne veut pas seulement imiter les gens, mais on veut aussi les voir détruits, on veut les voir dépossédés de ce qu'ils ont, et là, il n'y a pas de logique mimétique, même s'il peut y avoir justement une logique rivalitaire. Et en travaillant sur l'envie, j'ai évidemment tout de suite été confronté à l'admiration, et cette dualité entre l'admiration et l'envie, et qui nous travaille tous. Je pourrais autant vous admirer que vous envier, et vous êtes enviable parce que vous êtes admirable, vous avez des qualités qui vous rendent enviable, et que donc il y avait cette dualité, et j'ai commencé à vraiment travailler, à approfondir la connaissance de l'admiration et de l'envie, et je me rendais compte que ça ne suffisait pas malgré tout pour comprendre tous les comportements à la fois sociaux et antisociaux, et qu'il fallait élargir à la gratitude, et donc au phénomène du don, puisque la perfection répondait au phénomène de la perfection, et que l'envie répondait, alors là, comme l'a bien vu Girard, au phénomène de l'obstacle, de la privation, mais qu'il y avait aussi le danger, et que le danger c'était la peur, et qu'on ne pouvait pas réduire la peur à l'envie ou le danger à l'obstacle. Et que donc il y avait finalement 4 phénomènes principaux qui permettaient d'expliquer notre rapport aux autres, suivant que je vous vois comme un danger, un obstacle, une perfection ou un don, je vais avoir pour vous de la peur, de l'envie, de l'admiration ou de la gratitude. Voilà, et c'est comme ça qu'est né Homo Emoticus, par sérendipité, je dirais, puisque je n'avais pas dans l'idée de créer un modèle et de repenser une hypothèse anthropologique qui pourrait être une alternative à l'Homo economicus. Mais ça m'est venu après 7 années de recherche sur les émotions. Peur, envie, admiration, gratitude, les 4 émotions fondamentales. On les creusera dans une autre émission, où on verra les conséquences sur le management, mais juste pour terminer sur ce premier temps, très clairement, la rivalité mimétique, le désir mimétique, c'est ce qui met en marche la machine à calculer de l'Homo economicus. Et ça, c'est quelque chose dont on est prisonnier, c'est ça votre thèse.
Alors, oui, c'est un aspect, mais on peut en sortir. C'est-à-dire qu'on n'est pas... En plus, si vous voulez, la mimésis n'est pas uniquement duplicative. C'est-à-dire que je ne veux pas forcément avoir ce que vous avez ou être ce que vous êtes. Je peux vouloir... Et bien souvent, en fait, la mimésis est analogique. Je veux faire comme vous, je veux m'inspirer de vous, mais je ne vais pas me tourner vers les mêmes objets que vous. Je vais me tourner vers des objets analogues, des objets similaires. Et donc, je ne vais pas forcément entrer en rivalité. Et cette mimésis-là, elle existe et elle doit être cultivée par l'admiration. On veut être comme un modèle et on veut justement le tenir à distance pour pouvoir se mettre à son école et pas forcément entrer en rivalité. On n'entre pas en rivalité avec ses maîtres. Ou alors, voilà, ça veut dire que l'envie, justement, vient nous prendre, c'est qu'on veut prendre sa place ou on veut le dépasser. Mais donc, oui, dans la logique rivalitaire, on arrive à une logique, effectivement, qui est basée sur l'envie et donc qui est une logique de l'homo economicus. Strictement calculatoire. Strictement calculatoire. Et strictement focalisé sur, du coup, des objectifs quantitatifs qui permettent d'établir des supériorités et des infériorités entre les gens et de classer les gens. Et c'est de ça qu'on tire vanité, justement, parce que l'envie amène à l'orgueil et à la vanité, d'un désir d'infériorité qui est vraiment la souffrance de l'envieux, il se sent inférieur. D'où d'ailleurs cette psychologie Adler du complexe d'infériorité. Et on veut ressortir par un complexe de supériorité, on veut se rehausser par rapport aux autres. Et donc les vanités, les choses qui nous donnent l'apparence de supériorité vis-à-vis des autres, les objets de prestige, les honneurs, et puis l'orgueil, se sentir supérieur aux autres, évidemment, sont des phénomènes de compensation qui procèdent de l'envie. Et donc, du coup, on manipule les trois. Quand on manipule l'envie, on manipule aussi l'orgueil et la vanité des gens, puisqu'on veut les faire sortir d'un sentiment d'infériorité pour leur donner un sentiment de supériorité en leur donnant des titres. Tout le monde devient vice-président, tout le monde devient manager, vous êtes le meilleur employé du mois, vous êtes le meilleur employé de l'année, on vous donne des prix. Tout ça, évidemment, vous donne, c'est des supériorités morales qui permettent de manipuler l'envie, de manipuler la vanité des gens. Homo emoticus, l'intelligence émotionnelle au service des managers. On va voir ensemble, concrètement, voilà, comment on peut mobiliser ces émotions fondamentales au service du management. Oui. Merci Thierry Paulmier. Merci Jean-Philippe.